Je m'appelle Stéphane Guertin, je viens de Saint-Mathias et je compte depuis 2005. Je m'appelle Céline Jantet, je viens d'un bord de mer français, mais j'habite à Montréal depuis un méchant bout et je compte depuis 2006. Aujourd'hui, on se rencontre pour jaser de contes. Pour lancer la discussion, on a apporté 3 objets qui représentent les 3 sujets dont on va vous parler. Vous écoutez Vite ton sac, tête à tête autour du conte, un balado de la Maison des Arts de la Parole. Salut Allô Céline! Stéphane! Et je l'ai dit en premier. C'est l'impro ça, mais j'ai toujours été lente. Ah, ben écoute, moi je réagis vite et je pense après. Ah! Ça a ses avantages et ses inconvénients. On nous a demandé d'amener des objets. Moi, je suis très curieux de savoir c'est quoi l'objet que tu as amené pour représenter le conte. Alors moi, je suis pas un paradoxe près, OK. hein, on s'entend. Oui. J'ai emmené une marionnette. OK. J'ai emmené la première marionnette que j'ai construite. J'ai pris un cours avec une femme formidable qui s'appelle Claude Rodrigue. Et j'avais juste 1 heure de manipulation dans mon cours, donc m'en voulez pas. S'il y a des marionnettistes qui écoutaient, soyez pas choqués. J'ai pris une marionnette parce que la première marionnette qu'on construit, c'est un peu comme un double de nous. C'est comme un classique. Quand tu fais une marionnette, elle te ressemble. T'sais. Et pour moi, ça dit plusieurs choses sur le conte. Il y a le fait qu'on soit conteur, on est comme ça au devant de la scène, c'est quand même effronté d'aller au devant de la scène tout seul. Et en même temps, c'est pas nous personnellement, même si on est naturel, même si c'est nous. Ce que tu vois sur scène, c'est moi sur scène. Après, dans la vie, bon, je ris pareil tout le temps, mais ça reste qu'on est en action quand on est sur la scène, on est là pour les gens. Même si on partage des sujets qui peuvent être intimes, c'est pas notre intimité. Et puis, l'autre chose, c'est le côté humaniste du conte. Moi, ça, c'est quelque chose auquel je tiens, qui me plaît, et qui est en même temps dérangeant au jour d'aujourd'hui, où on se rend compte que l'humain ne fait pas forcément du bien à la planète. Parce que les récits sont axés sur le cheminement humain. Il y a tout un effet sur la psyché, sur l'image sociétale, que le conte a, c'est très fort. Mais comment on parle de demain quand on sait que l'humain il est un peu trop au centre? Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions. J'adore le fait qu'on puisse cheminer grâce au conte, mais en même temps, j'aimerais pouvoir raconter demain avec pas seulement des humains dans le récit et que les humains se sentent quand même concernés. Et ça, c'est un défi pour moi encore. C'est pas si simple, je pense. Fait que voilà pourquoi j'ai emmené Mariette, voilà, de Santino. C'est drôle, moi je vois ça puis je sens une hiérarchie, c'est pas péjoratif, mais donc il y a toi qui réfléchis et il y a toi qui se projette dans quelque chose d'autre. C'est un peu ça quand tu dis t'es pas exactement toi-même quand tu montes sur scène? Oui, ou c'est peut-être une question de focus. Tu sais, le fait que tu sois cette personne qui se retourne devant les autres pour parler, c'est un moment de responsabilité, un moment de partage, un moment de... donc on s'oublie, nous, même si c'est nous qui mettons le récit en place, on est là, en fait, même si on est au centre de la scène, on est là au service de quelque chose, d'une parole qui fait sens pour nous et qu'on a envie d'inscrire. Donc, pour moi, c'est ce focus-là qui est étrange. Parce qu'en conte, il y a cet aspect solo, quoique moi, je le mets au défi, l'aspect solo. J'aime beaucoup qu'on soit plusieurs à compter. Mais oui, je pense que c'est la question de focus qui est intrigante quelque part et qui n'est pas si évidente pour les gens, des fois. De voir quelqu'un seul en scène,
On est tout seul et on prend beaucoup de place, mais pour déployer quelque chose d'autre. En fait, c'est une position à la fois qui peut paraître très forte, très effrontée, je disais, je pense, hein, effrontée, mais qui est en même temps moi j'ai envie de dire, on est à la fois égocentrique et humble en même temps, parce que c'est pour partager des choses qui sont plus grandes que nous au final. Ça se tient. Et toi, qu'est-ce que tu as emmené? Ben, écoute, j'ai amené une raquette en babiche. Et pour moi, le conte peut être représenté par ça, autant par l'objet que par sa fonction. L'objet lui-même, il est fait à la main. Tu n'as pas de machine qui peut faire ça. Ça prend quelqu'un qui va plier le bois, ça prend quelqu'un qui va le couper là, qui va passer la petite peau en arrière. Donc, il y a cet aspect-là artisanal dans l'objet. Mais après ça, l'objet, je trouvais ça intéressant de me dire, ben, c'est comme si la neige, ta grosse neige folle, c'est ta matière. C'est le conte lui-même. Puis après ça, le conteur, lui, il doit juste réussir à surfer là-dessus. Et il décide où est-ce qu'il met les pieds. Est-ce que j'ai le goût de m'en aller par là? Est-ce que j'ai le goût de m'en aller par là? Puis après ça, ben, la raquette, de la façon dont tu la fabriques, ben, ça va peut-être être une raquette plus petite pour pouvoir courir. Ça va peut-être être une raquette plus large pour vraiment rester en surface. Peut-être tu veux une raquette qui va s'enfoncer, au contraire, dans ton récit. Il y a toute cette idée-là de l'imprévisibilité, de ne pas savoir à ta peu. Je pose le pied ici. Moi, ce que je veux, c'est aller là, mais à quelle profondeur je vais m'enfoncer dans cette histoire-là quand je vais la travailler? Tu le sais jamais. Tu sais jamais exactement où ça va t'amener, puis où est-ce que tu vas avoir le goût, en fait, de prendre des détours. Si tu es en forêt, ben OK, tu as le goût d'aller par là-bas, il faut que tu contournes l'arbre. Tu le contournes par la vallée qui descend, par la butte sur le côté. Tu choisis ton chemin en fonction des obstacles que l'auteur en toi a le goût d'affronter. Est-ce que j'ai le goût, moi, de me donner ce défi-là dans cette histoire-là? Est-ce que j'ai le goût de vraiment aller rechercher ce personnage-là profondément ou au contraire, c'est un personnage qui me sert juste à autre chose dans l'histoire? Donc, pour moi, il y a tout ça. Il y a l'objet, mais il y a surtout sa fonction, de pouvoir surfer sur l'imaginaire puis essayer de se rendre en quelque part éventuellement. Je pense que tu es meilleur en raquette que moi parce que moi, le souvenir que j'ai, c'est que tu t'enfonces dans la neige en raquette. Mais je trouve ça intéressant parce que tu as parlé de s'enfoncer dans l'histoire. Puis je me dis, OK, est-ce que tu veux m'en dire plus sur... parce que tu parles de fonction, donc est-ce que tu t'enfonces? Est-ce que... Tu sais, il y a beaucoup l'image du chemin en compte. Là, on ne se cache pas. Là, c'est une image qui est beaucoup utilisée. Mais ben tiens, je ferais le parallèle avec, par exemple, il y en a qui vont faire de la raquette sur des sentiers balisés où tu arrives puis tout est déjà tapé. Et parfait, c'est une activité et tant mieux si tu as du plaisir là-dedans. Moi, personnellement, je préfère aller là où personne n'a marché. Et c'est très personnel, j'ai le goût de faire ça. Puis j'ai l'impression que justement, si tu vas sur un sentier battu, ben, c'est peut-être parce que tu avais le goût de faire autre chose que la journée que tu as le goût d'aller dans Neige folle. Si tu décides de prendre un conte que tu connais bien, que tout le monde connaît, parfait, et tu le fais, tu as du plaisir en le faisant, good. Est-ce que tu as le goût de te lancer dans quelque chose de fou et d'inconcevable et d'essayer de voir si je suis capable de me faire un chemin là-dedans? Est-ce que je suis capable de faire une histoire? Est-ce que je suis capable de faire un spectacle avec cette matière-là? Ben, c'est un autre défi. Puis je pense que chaque histoire nous amène peut-être à différents niveaux de défis. Et du hors-piste. Je pense que les deux, on aime ça, le hors-piste, hein? Le hors-norme, le... Ben oui, c'est fun. Ben oui. Il faut, en tout cas. Ben, et je l'aime, le hors-piste, autant en tant que spectateur qu'en tant que conteur. Oui. J'adore voir des gens sur scène qui se lancent dans le vide. Ben, tout comme j'aime aller sur scène et faire comme... On essaye ça. Et généralement, c'est heureux. Et puis, ben, des fois, c'est arrivé que tu fais comme « Ah, non, j'ai frappé une roche en chemin. On va faire attention à ce chemin-là la prochaine fois. » C'est ça. Ouais. On se fait des balises. Oui, oui. Ou bien comme en raquette, des fois, tu marches, puis tu sais, ça renfonce, il n'y a pas de problème. Tu te rends compte que « Ah, je suis au-dessus d'un ruisseau. » Mais on ne le voyait pas du tout avec la neige, tu sais. Puis c'est en t'enfonçant, en essayant de creuser dans ton sujet que tu fais comme « Wow! »
il y a quelque chose de fragile ici. Je dois faire attention. Le deuxième objet qui parle de notre pratique, j'ai amené, je les aime, ils sont super beaux, des gants de boxe. Hein? À vous, cette couleur. Et ça te définit en tant que conteuse? C'est pas cuivré, ben oui. Oui. Attends, je les mets quand même. OK, ben ouais. Hein? C'est pas cuivré, c'est un vieux rose foncé avec un petit brillant comme dans du cuivré. Oui, alors de un, c'est un accessoire pour le spectacle Maman est un mythe, puis je m'en sers aussi dans une perfo comptée. Parce que être une femme, c'est encore un combat. Être une femme artiste, c'est encore un combat. Être une femme artiste immigrée, c'est pas mal non plus. De prendre la parole comme femme, d'aller en avant, dire, même si c'est de la fiction, nous on fait de la fiction, mais la fiction, elle dit des affaires qui sont quand même essentielles. Des fois, moi, je les dis de façon très symbolique, des fois, je les dis de façon crue. Parce que prendre la parole, oui, je trouve que c'est encore un combat. Le féminisme, c'est encore une lutte. Et surtout, quand tu dis que tu es une conteuse féministe, faut que tu sois prête à t'en prendre un peu dans la face. Et ça me définit parce que depuis toujours, pour moi, si tu montes sur scène, tu as une responsabilité. Pour moi, tu viens faire un acte sociopolitique quand tu montes sur scène, quand tu prends le micro. Tu as envie que les choses bougent. J'aime le faire par la fiction parce que je pense que la fiction, elle est importante pour notre image sociétale. Je me répéterai s'il le faut, je le dis souvent, mais la fiction, c'est à ça que ça sert. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont merveilleuses en ce moment. On donne la voix du monde qui ne l'avait pas. Et souvent, c'est fait de façon documentaire et c'est très bien fait. Et je pense que moi, mon travail, c'est d'aller l'inscrire dans le collectif, dans l'image collective qu'on a de nous. Et ça, ben oui, des fois, ça prend d'asséner des paroles fortes. Et pour une femme, ça demande de ramasser ses tripes, des fois, pour aller faire ça. Même si je le fais avec le sourire, avec bienveillance. Parce que c'est ça aussi, des fois, qu'on oublie. Et les gants de boxe, c'est un peu le défi de ça, le défi d'être une femme et de ne pas passer ni pour violente, ni pour hystérique, parce que tu as décidé que oui, il y a des choses que tu allais dire, parce que tu vas te le faire dire. Je me le suis fait dire. Et il y en a d'autres qui se le sont fait dire. Mais je l'inscris dans la fiction avec bienveillance pour que les femmes se sentent bien quand elles sortent de la salle. Et les hommes qui les accompagnent, hein, on s'entend. Quand je fais Maman est un mythe, les hommes qui sortent, on se parle aussi, ils viennent me remercier, et puis on est super contents. C'est pas les femmes contre les hommes, j'en ai marre de cette dichotomie-là. Si je le fais, c'est justement pour le vivre ensemble, pour qu'on se rassemble autour des histoires. Je pense que les histoires, elles ont cette force-là. Et la force, ben, il faut y aller. Et d'où vient cette force-là? La colère, les filles, on n'a pas le droit d'être en colère, mais je pense que si tu la canalises, si tu canalises ta colère, ça peut devenir une force. Ça peut devenir une force parce que je le fais pour celles qui sont dans l'ombre. Tu sais, il y a ceux qui parlent des femmes qui sont dans l'histoire et c'est super important. Moi, je pense que mon travail, c'est plus de parler de celles qui n'ont pas forcément eu la parole, qui ne l'auront peut-être pas. Et c'est ça que j'essaye de faire, de parler de ces femmes-là qui n'ont pas l'occasion d'être entendues. Ou en tout cas de leur donner une perche pour qu'elles puissent jaser de qui elles sont et de ce qu'elles vivent au quotidien. C'est ça qui me donne la force, je pense, quand je monte, c'est de dire on va être ensemble, puis on va faire partie de l'histoire. Est-ce que ça te force à faire plus de création, en fait? De vouloir prendre parole ou... Parce que souvent, on met en relief soit le traditionnel, soit la création.
est-ce que d'emblée, tu vas plus aller vers la création parce qu'il n'existe pas tant, par exemple, de contes féministes dans le traditionnel? Il y en existe, c'est juste qu'il faut aller creuser, parce qu'il y a tout un pan de notre répertoire qui est marqué par le patriarcat. Donc ça demande de creuser, d'aller chercher du répertoire moins connu, qui est peut-être plus ancien ou qui sort peut-être de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais ça existe dans le répertoire. Et j'ai des mentors qui m'ont aidé avec ça. Le Petit Chaperon Rouge, c'est important qu'elle s'en sorte à la fin, soit par elle-même, soit avec d'autres femmes. Et ça, c'est des conteuses plus âgées qui me l'ont apporté, qui m'ont aidé sur ce chemin-là. Donc j'ai un répertoire traditionnel avec des femmes fortes, ça existe. Puis même toi, quand tu prends un récit, tu peux aller dire ce qui te touche, ce que tu as envie que ça porte pour les autres. Après, c'est sûr que la création, ça me permet d'ancrer ça dans l'actualité. Ça me permet de mettre des mots qui sont peut-être moins symboliques des fois que dans le traditionnel, pour revenir au symbolique. Puis en sortir, y revenir, c'est Kuma. Je Kuma. Mais les deux sont possibles et les deux me permettent de le faire de façon un peu différente. Je ne vais pas chercher la même force, le même momentum. OK. Ouais. Et toi, Stéphane? Ben, Ouais. j'ai amené le soulier. En fait, parce qu'un jour, mon père m'a donné une petite boîte avec plein d'éléments de cordonnier de mon grand-père. Et puis j'ai toujours aimé ça. Je trouvais ça intéressant. Ça, c'est un soulier, bon, qui peut... ben, c'est un soulier de bois, donc qui se met à l'intérieur du soulier. Pourquoi ça me définirait en tant que conteur? Ben, il y a l'aspect du mouvement, l'aspect de ne pas faire du surplace. Tu vois, c'est un pied qui est articulé, qui s'en va, qui bouge. Et j'ai l'impression que d'une création à l'autre que je fais, j'essaie toujours de ne pas refaire ce que j'ai déjà fait. D'aller ailleurs, d'explorer autre chose. J'ai ce besoin-là, en fait, vraiment de pouvoir essayer. Ce qui fait que ben, j'ai touché au traditionnel, j'ai fait du récit, j'ai des spectacles plus humoristiques, j'ai fait des shows de contes avec des artistes de cirque sur scène. Bref, il y a eu plein de folies comme ça que j'ai explorées. Puis j'aime cette idée-là de mouvement, de cheminer. Ce qui disait ça, marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se trouve en marchant, là, c'est Machado. Cette idée-là, en fait, qu'on se crée son propre chemin. Aussi, il y a l'idée que le soulier, à la base, il est nu. Tu sais, le pied, il peut marcher tout seul. Et j'ai fait des spectacles dans la plus grande simplicité possible, mais des fois, je mets un soulier. Des fois, il y a une conception d'éclairage. Des fois, il y a un petit peu de scénographie. Des fois, il y a un petit peu de chorégraphie à travers tout ça. Puis ça me permet de marcher sur d'autres sentiers. Ça me permet d'explorer peut-être des sols que j'aurais pas explorés naturellement si j'avais juste eu le pied nu. Donc, il y a toute cette idée-là que j'aime et qui fait que... Et qui fait que je m'ennuie pas. Je suis toujours en train d'essayer de quoi de nouveau. Je suis toujours en train d'être sur le bord de la falaise à voir, bon, ben, comment je vais retomber en bas, tu sais. J'ai besoin de cette adrénaline-là, en fait, quand je me plonge dans un projet. Et les projets arrivent aussi de plein d'endroits différents. Tu sais, des fois, c'est juste des contes traditionnels. Tout d'un coup, je me dis, ah, mais oui, j'aurais le goût de retravailler cette légende-là, ce mythe-là. D'autres fois, c'est carrément de la création, comme, ben, tu sais, sortir la tempête du verre. En fait, tu sais, c'est le dernier spectacle, ça vient de la rivière derrière chez nous qui a été inondée. On a créé un barrage et il y a un village qui est inondé dans la rivière, direct en arrière de chez nous, tu sais, puis et quand j'ai su ça, ben ça m'a parlé, puis j'ai fait comme, non, il y a plein d'univers reliés à cette inondation-là qui sont le fun à explorer. Donc, c'est ça, il y a cette idée-là, en fait, de mouvement, de perpétuel mouvement. J'aime pas être assis. J'ai l'impression que si je suis assis, ben je vais m'enfoncer. Je vais rentrer dans mon divan tranquillement. Ouais. C'était sur le bout de ta chaise, Oui, prêt à c'est ça. l'action. Exactement. Est-ce que j'entends qu'il y a toujours dans ton inspiration quelque chose qui est issu de ta vie, de ton entourage ou... Ben, en fait, souvent, ça se retrouve à être relié, même quand je touche à des contes traditionnels, par exemple. J'essaie toujours de voir, ben, dans telle histoire, qu'est-ce qui me touche moi. Puis des fois,
tu sais, le public le saura jamais, mais moi, je sais que, ah, tiens, dans telle histoire, j'ai rentré quelque chose qui est arrivé à un de mes cousins ou je sais pas quoi. Puis, mais c'est juste, j'ai besoin d'une fibre humaine pour être capable de tisser mes histoires. Puis cette fibre-là, ben, des fois, tu la trouves comme purement dans l'histoire elle-même, mais je dirais la plupart du temps, les conteurs la trouvent en dedans d'eux. Tu sais, c'est quelque chose qu'ils ont vécu, quelque chose qu'ils ont vu et tout ça, puis ça nous parle et c'est ce qui fait que cette histoire-là en particulier, on trouve ça important de monter sur scène et d'aller la dire. Moi, j'ai besoin de ça, de trouver pourquoi je ferais Alexis le Trotteur? Qu'est-ce qui me parle dans cette histoire-là? Pourquoi je ferais la chasse-galerie? Tu sais, si on parle des classiques, il faut trouver qu'est-ce qui, moi, me rejoint. Puis à ce moment-là, ça t'aide aussi à définir, ben OK, ben moi, l'histoire, c'est comme ça que je la vois. La fin, tu sais, avec tout le respect qu'on peut avoir pour d'autres conteurs, d'autres auteurs qui en ont fait d'autres versions, à un moment donné, tu fais comme, ben moi, c'est cette version-là que j'ai besoin pour cette histoire-là. Puis une fois que tu te l'es approprié, ben là, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de monter sur scène et de la défendre. Oui. Parce que je l'assume. C'est ma version. Puis si vous aimez ça, tant mieux. Si vous avez des questionnements sur l'histoire, ben tant mieux, venez me le dire. Mais si ça peut déclencher une discussion, parce que les gens, tout d'un coup, vont entendre l'histoire et dire « Ah, je ne l'ai jamais entendu de cette façon-là », ben tant mieux. C'est à ce moment-là qu'on crée des discussions. Un élément qu'on a en commun, toi et moi, c'est l'importance de notre trajectoire en tant qu'humain, mais aussi de la trajectoire des histoires. Puis moi, quand j'ai pensé à trajectoire, en fait, j'ai eu le goût d'amener un frisbee, qui est probablement l'objet le moins poétique qu'on pouvait mettre sur la table ici. Mais il est beau! Il est beau, il est beau, oui. Ah oui, puis c'est un beau frisbee, hein, il fait même pas mal. La raison pour laquelle j'ai amené ça, c'est que ben en fait, de un, il y a la notion circulaire, c'est-à-dire que dans la trajectoire, des fois, tu peux te retrouver, tu es rendu à l'autre bout du monde et ça t'amène sur des histoires qui te font penser à chez toi. Il y a ce cercle-là que je trouve intéressant dans la trajectoire. Souvent, c'est quand on est le plus éloigné de quelqu'un qu'on pense à lui et ce genre de choses-là. Un autre élément aussi, c'est le fait que lancer un frisbee, c'est simple. Tout le monde peut faire ça. Un enfant de 2 ans est capable de lancer un frisbee. Est-ce qu'il va bien le lancer? Après ça, ben, on peut déterminer c'est quoi bien lancer, puis on peut définir sa technique. Le vent va avoir une importance. On peut décider de lancer le frisbee puis qu'il revienne vers nous. Les gens qui ont peut-être moins d'expérience avec un frisbee, ils vont être capables de le lancer, mais ils ne sauront pas où ça va atterrir. Et le compteur qui va avoir un petit peu plus d'expérience va être capable de donner la fine trajectoire qui va faire en sorte que l'histoire va se rendre exactement là où il y a le goût d'aller. Il y a ça, puis il y a aussi juste l'idée de, tu sais, des fois, ça fait juste du bien de le lancer. ça défoule, c'est intéressant. Exactement. Tout comme dans ma trajectoire, des fois, j'ai eu le goût de me lancer. Tu sais, je me suis évidemment pas dirigé en compte dès que je suis sorti du secondaire. Non, tu savais tu savais pas que t'allais être conteur. Ah, je suis déçue! Mais non, c'était une surprise. Tu sais, j'ai fait des études qui ont absolument aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui dans la vie, mais ces études-là m'ont amené à rencontrer des gens qui m'ont fait découvrir des choses et à travers ces trajectoires-là, les voyages aussi. Bon, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu à différents endroits, puis à chaque endroit où j'ai vécu, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose de nouveau sur moi. Parce que des fois, c'est dans ce contraste-là, quand tu arrives dans une autre culture, tu te rends compte que ah, c'est vrai, moi, j'agis comme ça. Je m'en étais jamais rendu compte parce que chez nous, tout le monde agit de même. mais c'est quand tu es ailleurs, tu fais comme ah, c'est vrai, je suis de même. Tu sais. Donc, il y a toutes ces notions-là qui vont jouer et qui vont avoir un impact, en fait, sur ce que je vais avoir le goût d'aborder comme projet artistique. Parce que, tu sais, je me retrouve à faire, là, ben, juste cette semaine, ça n'a aucun bon sens, là. Mais, ben, je fais des spectacles d'impro, j'écris une série pour la télé, je tourne dans d'autres affaires. Tu sais, il y a plein de projets qui s'enchevêtrent l'un et l'autre et j'ai l'impression que tous ces projets-là me nourrissent d'une façon différente et que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire quelque chose de varié pour qu'après, quand je me trouve sur scène en train de compter, je vis vraiment ce moment-là à fond. J'ai l'impression que si je faisais juste une chose,
soit peut-être je finirais par m'ennuyer un peu comme un fonctionnaire qui se tanne d'être dans son cubicule, ou soit peut-être j'aurais pas l'inspiration dont j'ai besoin. Donc, un peu comme un frisbee, j'ai besoin de me faire lancer des fois dans les airs et de voir où je vais atterrir. Puis, s'il n'y a pas quelqu'un pour le faire, ben, je vais le faire moi-même, je vais me pitcher, puis je vais voir dans quel projet, dans quelle situation je vais atterrir. Fais attention, on est à l'étage ici, hein, il y a des fenêtres. Ouais, c'est ça. Je fais confiance au monde de Sherbrooke. Ils vont m'attraper. Ils vont te rattraper. Ben oui, ben oui. Ben oui, c'est sûr. Puis, quand on parle de trajectoire, ce que tu as nommé, que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une partie qui est hors de notre contrôle, qui va être les gens qu'on rencontre, qui va être les endroits qu'on va traverser. J'ai pris une valise parce que je suis aussi immigrée choyée, hein. Je suis blanche et francophone, donc je suis une immigrée très choyée. Mais il y a des choses qui ont changé tout au long de mon parcours. Moi, très jeune, je savais que je voulais monter sur scène. J'avais ce goût quand même de participer et de dire ce goût d'être en équipe. Alors, après le compte, ça, c'était pas prévu que ce soit aussi soliste, mais je me suis arrangée. Mais oui, puis il y a une notion de territoire des fois qui, moi, me dépasse. Parce que moi, j'ai changé de territoire. Donc, quand on me dit que c'est juste une histoire de territoire, c'est sûr que moi, ça ne me parlera pas. Parce que pour moi, le territoire, il est vaste. Il est vaste. Puis il est là où on a bien voulu m'adopter, l'endroit que j'avais le goût d'être adoptée. Oui, c'est un nouveau territoire, mais il y a aussi le territoire du corps. Le corps féminin, c'est un territoire en soi qui est à la fois fragile et fort. Et puis, il y a ce qu'on a dit qui est de l'ordre de l'impondérable. C'est-à-dire que moi, un jour, je me suis retrouvée, tu parlais de l'Angleterre, ça m'a fait penser que j'ai habité 4 ans aux Pays-Bas. Et je parlais le néerlandais, mais j'avais un accent, écoute, j'avais un accent allemand. Alors, en plus, ça, c'est problématique d'un point de vue historique. Et c'est encore aujourd'hui très problématique, c'est-à-dire que si tu arrives avec un accent, les gens vont te dire pourquoi? Pourquoi tu as un accent? Mais dans la vie de tous les jours, on se parle, puis on est tout plein à avoir un accent. Mais ça m'a manqué, la langue française. Et comme j'étais quelqu'un qui faisait de la scène de façon très physique, c'est là en fait que je suis revenue. Je faisais déjà des monologues, mais je faisais des monologues de théâtre. Et c'est là que je me suis rendu compte combien la langue me manquait, que je me suis mise, parce que moi je n'osais pas vraiment écrire en fait. J'avais un petit complexe là-dessus. J'étais une grande lectrice, mais j'écrivais pas. Et ça a été un déclic. Ça a été un très grand déclic au point que quand je suis revenue m'installer au Québec, on m'a parlé du bouche à oreille, d'un festival de contes. On m'a dit, et toi Céline, tu ne compterais pas? Et ça a été une révélation. Et s'il n'y avait pas eu ce voyage-là, s'il n'y avait pas eu les gens qui m'ont poussé carrément à faire du conte, ça ne serait pas arrivé. J'aurais pris un autre chemin. Donc, je suis super contente d'avoir ce bagage qu'il n'y a pas que moi qui remplit finalement, et qu'il n'y a pas que moi qui remplit parce que, comme je disais, moi, j'aime ça être en gang, même si je peux avoir mes moments de solitude. L'écriture, hein, c'est plus solitaire souvent, mais j'aime ça être avec une équipe. Ça discute, ça met au défi les idées, qu'est-ce qu'on dit. C'est quoi l'impact que ça a? J'aime ça parce que j'aurais jamais pensé à mettre des roches sur la scène, tu sais. Puis ça, ben, c'est la beauté de travailler ensemble. Puis je pense que toi aussi, tu as ça, cette notion d'équipe, d'être à plusieurs. Et c'est là où la trajectoire, ben, elle se dessine à plusieurs. Et c'est tellement fabuleux, ce lâcher-prise de... On verra. As-tu l'impression que ton bagage y grossit d'année en année? Ou tu gardes que l'essentiel dans tes bagages? Non, il grossit, clairement. Ou il change. Tu sais, peut-être des fois, on troque. On troque parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on préfère, qu'il y a des histoires qui sont passées date, qu'il y a des formes qu'on a essayées, qu'on a envie de réessayer, des découvertes qu'on a fait, des rencontres, des gens qui restent, d'autres qui vont prendre d'autres chemins. Donc, je dirais que ça change et ça se remplit à la fois.
et c'est aussi, ça se remplit de nous. Je trouve que c'est fabuleux de pouvoir grandir avec le conte. Il faut quand même faire un cheminement personnel pour conter. Et ça, on ne nous le dit pas. Et on se sent petit des fois. Moi, je me sens petite des fois, toi? Moi, je suis petit en vrai, mais oui, petit des fois par rapport à un projet. Ouais. Petit par rapport à un sujet. Que tu dis, oh, je suis vraiment en train d'aborder ce sujet-là. C'est grand, c'est vaste. Il y a plein de choses qui peuvent être dites là-dessus. Ouais. Ben, quand j'ai fait Vie et mort d'un char boiteux, qui est un récit de vie, là, c'est mon voyage en Amérique latine. Ben, on s'entend, la première représentation, là, les premiers concepts, c'était 5 heures, ce show-là. Bon, je l'ai ramené à 1 heure et demie que j'avais maintenant en tournée, mais pour faire 5 heures, ça veut dire que j'avais comme 15 heures d'anecdotes, de matériel, tu sais, puis il fallait faire un choix là-dedans et il y avait quelque chose d'immense dans ce projet-là, si bien que, ben, en fait, j'ai eu des rats de laboratoire, des gens comme ça qui ont eu le bonheur de dire, OK, regarde, on s'assoit, pendant 2 heures, je te raconte cette portion-là du voyage. Et on va voir là-dedans, tu sais, est-ce que je suis capable d'en garder un 8 minutes scénique intéressant, tu sais. Mais c'est quand même beaucoup de temps à écouter et à donner une rétroaction. Et j'avais besoin de ça parce que le projet était trop gros. Tout seul, devant un mur, j'aurais jamais été capable de choisir dans tout ça qu'est-ce qui allait faire mon spectacle. Oui, l'apport des autres, c'est vraiment un grand, grand soutien d'avoir leur œil, mais aussi des fois, on est des éponges. C'est dangereux d'être ami avec une conteuse ou un conteur, mais c'est pour le plus grand bien, c'est pour la bonne cause. Oui, c'est ça. Ouais. C'est dans Maman est un mythe de me dire, tu sais, il fallait que je choisisse. Est-ce que je parle de quelque chose de très particulier, de la maternité, ou est-ce que j'embrasse ça à large? Puis je me suis dit, non, moi, ce que je veux, c'est casser la solitude que les femmes ressentent. Fait que je veux qu'il n'y en ait aucune qui ne se sente pas la bienvenue. Et ça, c'était un défi. Oui, il y a des moments où je me suis dit, merde, c'est-tu faisable? Ouais. Ben, et c'est difficile comme défi d'avoir ce feeling-là, de dire je veux parler au nom de toutes les femmes alors que toutes les femmes n'ont pas la même opinion. Non, c'est une liste non exhaustive que tu fais. Oui, c'est ça. Mais avec amour, toujours avec amour. C'est ça. Merci Stéphane. Ben, merci beaucoup à toi. Vite ton sac. Vite ton sac.